Moi je dis que c'est la moto du ciel, c'est vraiment le grand confort. Hein. Avec ça, on peut traverser la France sans aucun problème. Hein. Voilà, Sierra Tango, le maquillage est terminé, on s'aligne en décolle. Génial! Voilà parti. Encore 2 minutes. Enfin libre. Ah, ça fait du bien de décoller quand même. Voilà. Sur plus de 300 km, la route nationale 85 relie la Côte d'Azur à Grenoble. Cette voie mythique, appelée route Napoléon depuis 1932, suit l'itinéraire emprunté par l'empereur dans sa reconquête du pouvoir en 1815. Une traversée des Alpes du Sud qui se confond avec l'histoire de France. C'est ici, au bord de la Méditerranée, dans la baie de Golfe-Juan, que débute notre voyage. Exilé depuis 10 mois sur l'île d'Elbe, Napoléon n'a qu'une idée en tête, revenir à Paris. C'est avec une flottille de 7 navires et 1200 hommes qu'il débarque sur cette plage le 1er mars 1815, en début d'après-midi. On peut voir ici un petit peu à quoi ressemblaient à l'époque les lieux, sauf que c'était un peu plus désert, il y avait une dizaine de cabanes de pêcheurs, il y avait quelques potiers et c'était tout. Voilà, là ils sont arrivés, là on est au cœur de l'histoire, au départ de la route Napoléon, à Golfe-Juan. Il faut s'imaginer quand même que ça a dû mettre plusieurs heures, hein, puisqu'il y avait 1200 hommes, le matériel, l'artillerie, les paquetages, le trésor, etc. Donc il a fallu du temps pour que ce débarquement se produise. Et donc ça laisse un peu rêveur, un peu songeur de se retrouver sur cette plage-là. Véronique Voirin écrit des guides sur sa région, les Alpes de Haute-Provence. Pour son prochain ouvrage, consacré à la route Napoléon, elle a décidé de la parcourir sur les pas de l'empereur. Sa première étape l'amène à 5 km de Golfe-Juan, de l'autre côté du Cap, à Antibes. À l'époque, une garnison de soldats du roi Louis XVIII est stationnée dans cette cité, entourée de remparts imposants. Depuis le XVIe siècle, cette ancienne ville frontière avec l'Italie est protégée par une citadelle, le Fort Carré. Chacun de ces 4 bastions, orientés face aux points cardinaux, reprend les noms des lieux qu'il défend. Nice vers l'est, Corse vers le sud, France vers l'ouest et Antibes vers le nord. Ce monument historique est ouvert au public depuis 1998. Voilà, on arrive sur une terrasse d'artillerie. Véronique découvre le fort avec Fabien Vinciguera, le guide de l'édifice. Excusez-moi, je passe devant. Faites bien attention, surtout ne vous penchez pas. Hein. Ah. Là, on est tout en haut, 43 mètres d'altitude. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Donc on est face au port Vauban avec la vieille ville d'Antibes. Là-bas, vous avez le Cap. Alors, c'est là-bas que Napoléon a débarqué et avec voilà, ses hommes, de derrière. l'autre côté, voilà, l'autre côté de la crête. Golfe-Juan, en fait, est vraiment caché de ce côté-ci. Derrière tout ça. Sitôt débarqué, Napoléon envoie ici des émissaires. Il espère rallier à sa cause les soldats de Louis XVIII. Mais les militaires restent fidèles au roi et ses hommes sont faits prisonniers. Ces officiers ont été très mal accueillis à Antibes. Oui. Voilà. Donc ça s'est pas fait, évidemment. La route Napoléon a pris une toute autre direction.
Alors, avant la tombée de la nuit, il décide de partir de l'autre côté et longe la côte vers l'ouest. Après 2 heures de marche, il établit son premier bivouac dans ce qui n'est alors qu'un petit village de pêcheurs, Cannes. C'est à partir d'ici que la route nationale 85 quitte le littoral. Là où Napoléon et ses hommes commencent leur remontée plein nord en direction des Alpes. En 7 jours, il avait dit qu'il se rendrait à Grenoble et qu'après il reprendrait le pouvoir à Paris sans verser une goutte de sang. Je pense que c'était un pari un peu fou à l'époque. Hein. Là, je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qui les attendait en fait. Pour éviter la vallée du Rhône, protégée par les troupes royales, les 1200 hommes vont devoir marcher près de 15 heures par jour sur ces reliefs accidentés. En sillonnant aujourd'hui 4 départements, la route Napoléon traverse des paysages grandioses et dévoile des chefs-d'œuvre d'architecture, des trésors protégés par des passionnés. À 20 km au nord de la Méditerranée apparaît Grasse, la première grande étape sur cette route. Perchée à 400 mètres d'altitude, la cité est depuis 3 siècles la capitale du parfum en France. Les bonnes journées, hein? Ouais. Il est 6 heures du matin, on s'active déjà dans l'exploitation de fleurs de Carole Biancalana. La cueillette quotidienne du jasmin commence. Eh ben, il y en a là, hein? On a rouspété quand il nous a dit de pas marcher. Chez les Biancalana, on cultive les plantes à parfum depuis 4 générations. Le jasmin, c'est une fleur fragile, donc elle ne veut pas être brûlée par les rayons du soleil. Donc en fait, on commence au lever du jour, c'est-à-dire dès qu'on y va dans les champs, pour avoir une fleur la plus parfumée, la plus fraîche possible, et finir le plus tôt possible pour livrer à l'usine des fleurs fraîches, odorantes, exceptionnelles, avec un parfum préservé. La récolte dure de fin juillet à fin octobre. Chaque soir, de nouveaux boutons éclosent et leurs fleurs sont prêtes à être cueillies au petit matin. Les massifs refleurissent tous les jours. Tous les jours, sauf un. Un jour par saison, le jasmin se met au repos et aucune fleur n'éclot dans le champ. Un phénomène surprenant qui intervient au début de l'automne. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Il dit stop, je m'arrête 2 secondes, j'essaie de comprendre ce qui se passe, j'arrête de fleurir. Et après, même si la température est basse la nuit, etc., il s'est adapté et il refleurit tous les jours. C'est extra. Hein. La nature, elle est bien faite. Hein. Dans les années 30, il y avait plus de 4000 producteurs dans la région de Grasse. Avec la spéculation immobilière et le départ en retraite des anciens, il n'en reste plus qu'une vingtaine aujourd'hui. Pour ne pas voir son métier disparaître, Carole a créé l'association des fleurs d'exception du pays de Grasse. Avec d'autres cultivateurs, elle aide des jeunes à s'installer. Tu as vu là, les petits boutons là, c'est prometteur, ça veut dire que théoriquement on en a encore bien pour un mois. Hein. D'accord, ça, les c'est tout un petits, mois, hein. ceux qui sont, Voilà, pas, qui ça, sont à peine formés. Depuis 2 ans, elle conseille Armelle, une ancienne enseignante. Est-ce que tu sais combien de bulbillons fait un bulbe tubéreuse par an? Entre 6 à 7. Armelle a acheté un terrain à quelques kilomètres de Grasse. Elle vient régulièrement chez Carole pour apprendre. Super, j'en ai à peu près 900. Je suis à l'affût quand je suis chez Carole. J'observe tout, je regarde tout et voilà, et j'apprends, je m'imprègne. Je me rends compte que j'ai vu ici toutes sortes de choses qui me nourrissent. Je ne sais pas, moi, ne serait-ce que l'écartement entre 2 pieds, des petites choses que je vais réutiliser ensuite chez moi. Chaque jour, Carole récolte entre 10 et 15 kilos de fleurs de jasmin. Allez, Bébou. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec François Demachy, l'un des plus grands nez de France. Ce matin, elle avait un petit peu souffert là. Ce créateur de parfums lui achète toute sa production.
L'extrait que l'on obtient du jasmin de Grasse est beaucoup plus proche de la fleur que l'extrait obtenu du jasmin indien ou égyptien. Et c'est ce que l'on recherche. Et en plus, il donne ce volume au parfum, même si on en met qu'un petit peu. Ah oui, avec plaisir. Pour les fleurs comme pour les grands vins, le parfumeur parle de terroir. C'est comme le sauterne. Il y a de très grands sauternes, mais il n'y a qu'un château Yquem. Le jasmin de Grasse, c'est ça. Il y a de très bons jasmins, mais il n'y a qu'un jasmin de Grasse. Et moi, quand j'étais petite, tu vois, là, de ce côté, c'était que des champs de jasmin et de roses. En fin de matinée, Carole emmène Armel à l'usine de transformation. Ce trajet, je le connais par cœur. Je l'ai fait des centaines de fois avec mon papa. Lorsque nous étions petits, on adorait aller livrer les fleurs à l'usine de parfum. Comme tous les jours, Denis Tavardon réceptionne la production de Carole pour la faire macérer. C'est précieux parce que c'est une fleur, c'est endémique de la région, donc c'est une fleur qui représente vraiment la parfumerie de Grasse. Et c'est un produit qui est très rare et très cher. Là, tu vois, c'est tous les extracteurs où on fait la transformation. Et on va descendre, on va aller voir la concrète et l'absolue, le résultat de... Carole fait maintenant découvrir à Armel les différentes étapes de la fabrication du parfum. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de voir le résultat de son travail. C'est de voir la concrète, la sentir, la palper presque. Les fleurs sont d'abord infusées dans un mélange de solvant et d'eau. Après évaporation, on obtient de la concrète, une cire qui concentre tout le parfum de la plante. Une fois décantée, la concrète de jasmin est mise en pot. Il faut 1 tonne de pétales pour obtenir 2,5 kg de cette cire précieuse. Après transformation, j'ai vraiment l'impression d'être dans mes champs, en plus concentré, mais l'odeur est tellement fidèle, c'est bluffant. La concrète est ensuite chauffée dans ces alambics pour ne conserver que l'essence même de la fleur, l'absolu. Un élixir ultra concentré dont on ne met que quelques gouttes dans les plus grands parfums. On se croirait dans un roman de Jules Verne. Oui, il y a plein de choses. Exactement. Les extracteurs, c'est rigolo. Plein de choses un petit peu... Cet univers sera bientôt celui d'Armel. Elle espère faire sa première récolte de fleurs d'ici quelques mois. Le fait de choisir cette activité-là, c'est aussi une façon de m'ancrer véritablement dans un terroir, dans ce terroir-là. Je suis contente d'appartenir à cet héritage-là. À partir du milieu du 19e siècle, la fabrication du parfum a fait la fortune de la ville. Autour du Vieux-Grasse, de magnifiques propriétés sont bâties à flanc de colline. Comme la Villa Santa Clara et ses hauts murs rouges. Bâtie en 1919 par un parfumeur, cette folie d'inspiration italienne mêle tous les styles, de l'Antiquité à la Renaissance. La Villa Santa Clara, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, est un domaine privé jamais ouvert au public. Bruno Lamont, le jardinier de la villa, accueille ce matin Laurence Arguerol, la responsable du patrimoine à Grasse, pour lui faire découvrir le parc. Ça fait très jardin italien, hein. Oui. Il y a énormément de statues, de points d'eau. Voilà, et des bassins en enfilade. Ah oui. C'est des statues qui ont été faites pour le jardin ou Oui, elles ont été ramenées d'Italie. D'accord. Voilà, toutes les sculptures ont été ramenées d'Italie. D'accord. Laurence visite ce jardin pour la première fois. Elle aimerait qu'il soit ouvert au public lors des Journées du patrimoine. Sur 4 niveaux, les terrasses ont été aménagées pour accueillir des essences méditerranéennes et créer des espaces ombragés qui invitent à la flânerie et à la méditation.
Bruno a fait venir Laurence pour en savoir plus sur une stèle qui l'intrigue au fond du jardin. Ça c'est romain, oui. C'est quoi? C'est une stèle funéraire romaine. Funéraire, ouais. hein? Oui, oui. Ce qui confirme le fait que ça soit un site funéraire, une pierre tombale en quelque sorte, c'est donc la forme et aussi cette inscription ici. Tu as un D et un M. Donc Dies Manibus, c'est une dédicace au dieu Man. Voilà. Et c'est toujours le début d'une inscription funéraire. Bien. Le parc est un véritable dédale qui s'étend sur 5000 mètres carrés. Beau quand même. Il y a un petit côté labyrinthe qui est bien sympa aussi. Ah, tu as remarqué? Oui. Ouais. Après le jardin, Bruno emmène Laurence dans la tour de la villa. Une construction inspirée d'un monument florentin de la Renaissance. Ça, c'est assez étroit. Hein. Le clou du spectacle. Voilà. Voilà, eh bien, je t'en prie, admire. Ah oui. Alors là, vraiment, c'est exceptionnel. Et une vue sur Grasse imprenable. Du haut de la villa Santa Clara, Bruno et Laurence dominent la vieille ville de Grasse. Un enchevêtrement de ruelles, des immeubles aux façades colorées et aux influences italiennes. Classé en secteur sauvegardé, le cœur de la cité est en cours de rénovation depuis 2008. À l'écart de la vieille ville, une bastide abrite un petit musée. La villa Fragonard porte le nom du célèbre peintre du XVIIIe siècle qui vécut ici en 1790. Pendant la Révolution, Fragonard veut faire oublier son passé de peintre favori de la cour. Alors il vient se mettre au vert ici, dans la maison de son cousin parfumeur. Pour le remercier, l'artiste peint la cage d'escalier. Un décor fait de trompe-l'œil et de symboles révolutionnaires et maçonniques sur 3 niveaux. Les aristocrates et les bourgeois aimaient à impressionner non pas forcément les familiers, mais les visiteurs qui étaient parfois des clients, des relations importantes. Donc il fallait montrer finalement sa puissance à travers la cage d'escalier, d'abord par son ampleur et après par son décor. À quelques centaines de mètres dans le Vieux-Grasse se cache un autre lieu étonnant, une chapelle à l'abri des regards. Pour y accéder, il faut d'abord traverser le hall de l'école qui s'est installé dans cet ancien couvent. Bonjour Sylvain. La chapelle Saint-Thomas, bâtie au XVIIe siècle, est fermée au public depuis 20 ans. L'église est un petit trésor caché du baroque provençal. Elle accueille un chef-d'œuvre derrière l'autel, un retable dont la toile centrale représente la visitation de la Vierge Marie. Laissé à l'abandon, le triptyque est abîmé. Alors pour le sauver, Laurence a mis en place une campagne de travaux. Alors comment ça se passe? Tu as commencé quand ton travail là? Ça va faire une journée à peu près. Ouais. Et j'ai commencé à poser quelques papiers en bas et maintenant j'attaque la partie haute. La restauration complète de cette peinture va durer plus d'1 année. Nous, ce qu'on espère vraiment par la suite, c'est réouvrir cette chapelle à la fois aux fidèles, mais aussi à tous les publics pour qu'ils découvrent ce qu'est l'art baroque provençal ici à Grasse et qu'ils assistent, pourquoi pas, aussi à des concerts et à des cérémonies religieuses. Nous quittons le pays grassois en direction du nord sur la route Napoléon. Véronique Voirin roule vers la Haute-Provence.
La nationale 85 s'élève vers les premiers sommets rocheux des Alpes. Peu à peu, les habitations disparaissent et la nature reprend ses droits. Pour cette étape, Véronique est accompagnée de Robert Callier, son photographe. Ensemble, ils travaillent sur le nouveau guide qu'elle consacre à cette route historique. Pour cette portion Saint-Vallier-Escragnol, ils ont dû marcher 10, 12, 14 heures par jour pour faire des portions. Pour arriver en 7 jours à Grenoble, ils n'avaient pas le choix, quoi. Alors c'est assez fou comme épopée. Oui, quand on pense aux équipements qu'ils devaient avoir à l'époque. Pour la petite anecdote, 3 tailles de chaussures, c'est tout. Pas de droite ni de gauche. Ils mettaient de la paille dedans pour combler un peu. Et eux, contrairement à Napoléon qui se faisait recevoir chez l'un chez l'autre, ils étaient dehors. C'est dans la campagne. Véronique et Robert s'apprêtent à quitter le tracé actuel de la route. Ils vont suivre le véritable chemin emprunté par Napoléon et sa troupe. Alors là, il fait froid. On sent qu'on est en altitude et il y a un petit vent qui vient nous fouetter la face. Donc on va s'équiper. Bon, dans les voitures, on a toujours ce qu'il faut. Les casquettes pour le soleil, les chaussures pour la rando. Allez, zou. Je pense que c'est ici. C'est parti pour 3 heures de randonnée hors des sentiers battus. Quand on y habite, sur cette route Napoléon, on sait qu'il n'est pas passé exactement sur la route 85. Mais moi, j'aimerais bien le faire découvrir à des personnes qui vont l'emprunter et qui ne savent pas forcément qu'il y a eu des écarts de route et voilà, qui ont peut-être envie comme nous aujourd'hui d'aller marcher, crapahuter, explorer un peu les forêts, les montagnes, etc. Très vite, le chemin serpente à travers la garrigue. Il y a même des champignons. Tu te rends compte? Ah, c'est ce qu'ils ont fait, ça? Ah oui. Oh, t'imagines? Avec le paquetage. Alors, à 40 kg sur le dos. Attention, hop là. Ah, on est dans les bonnes conditions. Hein. Non, mais on est pas mal, c'est bien. On arrive au soleil. Attends, on va là, en fait. Ouais. Il fallait à la fois aller vite et en même temps ils ont choisi des chemins qui sont pas impraticables mais presque, même aujourd'hui. Après 2 heures de marche, Véronique et Robert arrivent enfin dans une clairière avec une vue dégagée sur les falaises de l'Audiberg. Regarde, il y a un beau point de vue là, un beau panorama. Elle veut immortaliser ce panorama, un symbole de la difficulté de l'expédition entreprise par Napoléon. Il a pris ses chemins de montagne à ses risques et périls et avec plus de 1000 hommes à ses côtés, simplement pour rallier Grenoble au plus vite, éviter de se faire barrer la route dans les villes importantes et puis de ne pas se faire voir. Ah oui, regarde, là c'est bien. Ouais, mais on va faire un plan moyen là-dessus. Robert utilise un appareil photo des années 70. Ce passionné travaille encore en argentique pour donner un grain particulier à ses images. Allez, go! Voilà. Ah, j'aime bien ce petit bruit. Moi. Ah, t'aimes bien? Tu veux pas voir ce que... Ouais, si, je vais regarder. Regarde là, ouais. non, ça c'est pas mal, c'est intéressant. Oh là là, oh, c'est magnifique. Hein. C'est intéressant, hein? Ah oui, ça on imagine des gens là. Mais c'est exactement ce qu'on ressent en fait. Tu vois, aujourd'hui, là, cette impression d'être un peu seul au milieu de toute cette nature. Là. Ces falaises qui ont contemplé toute la colonne de soldats. Plus au nord, à 40 km de l'Audiberg, la route nationale 85 passe au pied du roc de Castellane. Une falaise de 180 mètres de haut, surmontée par une chapelle emblématique, Notre-Dame du Roc. Cette sentinelle perchée raconte l'histoire de la région
à la fin du 1er millénaire. Au IXe siècle, les habitants de Castellane se réfugient sur le roc pour échapper aux Sarrasins. Mais dans cette place forte imprenable, la vie quotidienne est difficile. Il est compliqué de cultiver les terres ou de commercer avec les voisins. Alors à partir de l'an 1000, les habitants redescendent vers la plaine pour s'y établir définitivement. Véronique longe le vieux pont romain emprunté par Napoléon et ses troupes, le 3e jour de leur marche forcée. On arrive vite à se prendre au jeu de cette route Napoléon parce qu'effectivement il y a des endroits où on quitte la route authentique, la route historique, mais il y a beaucoup d'endroits où on voit des symboles forts, des églises qui existaient à cette époque, des bâtiments, des monuments, des auberges. Et finalement on arrive un petit peu, avec un peu d'imagination, à ressentir ce qui s'est passé. À la sortie de Castellane, Véronique se dirige vers le col des Lecs, à 1150 mètres d'altitude. Cette portion de la route est réputée pour ses lacets, qui offrent de magnifiques points de vue sur le paysage. Après le passage du col, Véronique progresse vers un défilé spectaculaire. Alors on va traverser les Clus de Tolane. Les Clus, en fait, c'est une porte, hein, une Klaus en provençal, c'est la porte et c'est vraiment le repère des motards. Et hop, on passe juste sous ce petit bout de rocher, là, juste au-dessus de nous. Petit symbole des Clus, de l'entrée des Clus. Après les Clus de Tolane, Véronique quitte de nouveau l'actuelle route Napoléon et suit le vrai chemin emprunté par la troupe. La montée était très très raide et elle y est toujours d'ailleurs. On s'aperçoit que même goudronné, ça monte raide et à pied, ça devait être quelque chose. Napoléon menait ses hommes mais il fallait se dépêcher. Donc il y avait une sorte de course contre la montre et voilà, on arrive au col du Corobin. Donc c'est juste magique puisqu'on a un panorama exceptionnel. Le passage du col de Corobin est l'un des plus difficiles. Le 4 mars 1815 à l'aube, c'est sous la neige que Napoléon et ses hommes parcourent les 15 km qui les séparent de Digne. Dans la vallée, l'empereur fait une halte pour déjeuner dans le hameau de la Clappe. Ce repas entrera dans la légende. L'aubergiste lui a servi une omelette et lui a présenté une note très élevée de 20 francs. L'empereur a demandé à l'aubergiste si les œufs étaient rares ici et l'aubergiste a juste répondu « les œufs non, mais les empereurs oui ». À 13 km au nord de la Clappe, apparaît la deuxième grande ville du parcours, Digne-les-Bains. Avec ses 8 sources d'eau chaude, la cité est une station thermale réputée depuis l'époque romaine. Au cœur de la vieille ville trône la cathédrale Saint-Jérôme, bâtie au XVe siècle. Le clocher en restauration depuis plusieurs mois est surmonté par un campanile de 12 mètres de haut. Cette structure en fer forgé est la plus grande de Provence. 4 corps de métier sont à pied d'œuvre pour la restauration de l'édifice. Aujourd'hui, réunion de chantier autour de Michel Trubert, l'architecte des monuments historiques qui supervise la rénovation de la cathédrale. Premier arrêt au 12e étage. Sur la façade, des restes d'enduit blanc et un cercle de métal témoignent de la présence d'un vieux cadran solaire. L'architecte
a fait venir un gnomoniste, un expert en cadran solaire, pour essayer de le sauver. C'est un cadran qui date à peu près de 1840, quand le ministère de l'Intérieur avait obligé toutes les communes à régler les horloges publiques sur les cadrans solaires. Le soleil va passer par le petit trou et projeter ici un disque lumineux sur le mur, et on va obtenir l'heure solaire locale à la seconde près. Donc on va essayer, en restaurant ce petit ouvrage, voilà, de ressusciter une histoire qui, voilà, qui est sur le point de disparaître, parce qu'effectivement, la disparition complète de l'enduit, il suffirait qu'ensuite on ait la disparition du stylet. C'est fini. C'est fini, quoi. C'est tout en haut de l'édifice que le chantier est le plus spectaculaire pour l'architecte. Donc voilà ce fameux dôme de fer qui commence à présenter quelques signes de fatigue. Le dôme date de 1618. Il a été partiellement fabriqué par les forges de la Marine royale à Toulon avant d'être assemblé ici. On est sur un ouvrage qui, sur le plan structurel, est déjà très bien conçu. Sur le plan architectural et esthétique, est très réussi. Et qui fait partie de l'image, de la figure de la ville, si vous voulez, que l'on voit sur toutes les cartes postales et que l'on voit en arrivant de tous les côtés. Exposé aux intempéries depuis 4 siècles, le campanile est en très mauvais état. Donc on peut dire qu'elle est en fin de vie. Le ferronnier s'inquiète surtout pour les attaches métalliques. Certaines pièces menacent de rompre. Ce type de fissure, pour prendre cet exemple précis, là, est-ce qu'on peut imaginer de refaire une soudure à l'emplacement de la fissure? Parce qu'on ne va quand même pas remplacer la pièce. Non. L'objectif, c'est d'essayer de conserver le maximum de pièces d'origine en place. Et s'il y a des remplacements ou des rajouts, d'utiliser les mêmes matériaux si possible. Bon, même si on sait qu'on ne travaille pas évidemment pour l'éternité, on essaye de faire en sorte qu'on maintienne en vie, hein, puisque finalement c'est presque de la médecine, quoi, de la chirurgie, c'est parfois de la réanimation. Le campanile sera restauré sur place et le chantier nécessitera plusieurs mois de travaux. Digne-les-Bains marque une frontière avec les Préalpes. C'est ici que commence la réserve géologique de Haute-Provence. Créé en 1984, ce sanctuaire raconte à ciel ouvert la naissance des Alpes il y a 30 millions d'années. Avec ses 2300 km², cette réserve est la plus grande de ce genre en Europe. Ici, il est interdit de ramasser des minéraux et des fossiles pour ne pas gêner le travail des scientifiques. Ce matin, sur l'aérodrome de Tallard, Miette Guillaumard a rendez-vous avec Alain Barter, un pilote du LN. C'est de s'asseoir ici. Voilà, ne pas mettre les pieds. Miette est l'une des 5 géologues de la réserve. Pour la première fois, elle s'apprête à survoler ce territoire qu'elle parcourt régulièrement. Il faut des fois se décoller de la roche pour avoir une vue d'un petit peu plus haut, pour voir justement des paysages dans leur ensemble. Parce qu'on ne peut comprendre une chaîne de montagne qu'à la dimension du ciel. Et donc on va essayer de faire parler les paysages pour mieux les comprendre. C'est vrai que l'outil permet une vision quand même périphérique très ouverte. On est dedans, dehors. C'est la moto, voilà. Moi je dis que c'est la moto du ciel. C'est vraiment le grand confort. Hein. Avec ça, on peut traverser la France sans aucun problème. Hein. Voilà, Sierra Tango, le maquillage est terminé, on s'aligne en décolle. Génial. Voilà parti. En combien de minutes? En fin libre. Ah, ça fait du bien de décoller quand même. Voilà. Le vol au-dessus des Préalpes va durer 2 heures. Voilà, on prend l'altitude, on commence à voir la Durance là. La Durance est dans une de ses plus grandes largeurs, là en amont de Sisteron. Ouais. La Durance a été canalisée au XIXe siècle et la vallée est aujourd'hui une immense plaine fertile. Et alors aujourd'hui, alors qu'on a un paysage qui est assez gris, assez noir,
Bah, il faut imaginer, tu vois, il y a 20 000 ans, tout ça a été occupé par les glaces. C'était un paysage tout blanc et pas tout noir comme aujourd'hui. Et les glaces ont complètement fondu à partir de 11 000 ans. Et c'est pourquoi aussi le fort de Vallée est si plat. Eh oui. Miette travaille dans la réserve depuis 22 ans. En étudiant la géologie, elle peut expliquer l'installation des hommes dans la région depuis la préhistoire. Dès la fonte des glaces, les hommes ont commencé à occuper ce vaste espace. 708 sur la fréquence, sur la fréquence là? Oui Nico, je suis sur la fréquence verticale Saint-Genier pour l'instant, 7000 pieds. Après 20 minutes de vol, ils aperçoivent la forêt du col de Labouret. Il y a 2 siècles, les arbres avaient quasiment disparu du paysage. Le résultat des pâturages excessifs et des besoins en bois des habitants. C'est par ici que les eaux et forêts, dès la fin du 19e siècle, avaient commencé à faire du reboisement dans les montagnes. Parce qu'on avait énormément d'érosion. Donc tout est embarqué à partir des sommets qui étaient complètement pelés à l'époque. Et il fallait stabiliser ces versants. Ouais, voilà, cette saison, on voit vraiment toutes les essences, hein, avec les colorations d'automne. Sous leurs pieds, ces jeunes forêts forment un tapis de mélèzes, de hêtres et de pins sylvestres. Un peu plus tard, l'ULM se dirige vers Esclangon. Miette veut montrer à Alain un site géologique de renommée mondiale. Alors là, on est en train d'arriver sur le vélodrome. Le vélodrome est ici alors là. Voilà, c'est une espèce de drame qui... Le vélodrome tient son nom de sa forme arrondie et inclinée qui le fait ressembler à une piste pour cyclistes. Il y a 200 millions d'années, la région était recouverte par la mer jusqu'à Digne. Les couches de roches grises du vélodrome correspondent à d'anciennes plages qui ont été érigées et déformées au fur et à mesure de l'élévation des Alpes. Nous approchons de la fin du vol. Au point Spira, on va direction Anglais ou on trace direct vers Saint-Genier? Miette et Alain ont une vue imprenable sur l'un des sites les plus spectaculaires de la réserve, la montagne de Valotte. Il y a des zones ici, là, quand tu arrives fin de journée, là, en volant les crêtes, tu as l'impression d'être en Amérique latine, dans des zones complètement perdues, sauvages. À l'automne, les mélèzes se parent de rouge avant de perdre leurs aiguilles. Dans ces ravins, des fossiles de troncs d'arbres datant de plus de 7000 ans ont été découverts. Qu'est-ce que c'est beau! Moi je m'en place pas, tu vois, j'apprécie pas tous les jours, je vois ce paysage, je me dis qu'est-ce que j'ai de la chance d'être ici. C'est magique, hein? Dans certaines zones, la réserve abrite d'autres paysages étonnants. Comme ici, près de Drex, ces roches noires, un mélange de calcaire et d'argile. Des marnes caractéristiques de la région de Digne. Cet univers est pour les scientifiques un terrain d'étude unique au monde. Aujourd'hui, une équipe de chercheurs venus de Grenoble essaye de mieux comprendre l'évolution de ces marnes. Ils utilisent pour cela un nouvel équipement. C'est aile jaune. Un drone équipé d'un appareil photo haute définition.
L'engin télécommandé survole des lieux inaccessibles et prend des photos au centimètre près. Oh, le beau drone! Nicole Matisse est hydrologue et étudie l'érosion de ces roches particulières. Dans le bassin de la Durance, ces marnes s'accumulent dans les cours d'eau et bouchent les barrages hydroélectriques. Vous prenez ici un litre de ce qui coule, vous le faites sécher, et finalement vous retrouvez à la fin entre 300 et 800 grammes d'un gâteau de boue sèche au fond de votre litre. Ce qui est parmi les records mondiaux de charge en suspension dans les cours d'eau. Quelques minutes après avoir été récupérées, les photographies prises à partir du drone sont transformées en animation 3D. Ah si, là, regarde, on voit bien la petite, le ravin principal qui tourne. Hein. Moi, je vois toujours le relief à l'envers. Miette, la géologue de la réserve, a rejoint l'équipe. Elle veut utiliser cette nouvelle technologie pour ses futures études. Moi, mon rêve, c'est d'avoir justement des reconstitutions 3D de l'ensemble du relief, puis rajouter la géologie dedans, avec toutes les couches qui dessinent tous ces plis, pour après pouvoir déplier et raconter l'histoire en sens inverse. Qui est moins facile à interpréter, qui est l'image d'ombrage. Ici, les scientifiques sont au meilleur endroit pour raconter l'histoire de ces montagnes. C'est un paradis des géologues et c'est un paradis aussi pour les enseignants de la géologie. Ici, il y a des quantités d'étudiants qui ont appris à lire l'histoire de la Terre en venant dans la région de Digne, parce que c'est un concentré d'histoire. Ça, c'est tout à fait sublime. La réserve géologique recouvre plus d'un tiers du département des Alpes de Haute-Provence. En la traversant sur plus de 60 km, la route Napoléon permet de découvrir un autre patrimoine, celui des églises romanes. Mathias Dupuis est archéologue pour le département. Depuis 2 ans, il mène un inventaire précis du bâti religieux dans cette région au riche passé. Et la route sur laquelle on se trouve, là, la route Napoléon, ça reprend un itinéraire qui était un itinéraire connu dès l'Antiquité et qui permettait de relier plusieurs cités importantes depuis les Alpes-Maritimes jusqu'aux Hautes-Alpes. La Haute-Provence, au cours du Moyen-Âge, était plus peuplée que la Basse-Provence actuelle. Et le phénomène s'est inversé tardivement, après le Moyen-Âge et puis après la Révolution industrielle et la Première Guerre mondiale. Ce matin, Mathias est attendu à Senez, au cœur du massif du Mont-Denier. Ce village de 200 habitants abrite une imposante cathédrale du XIIe siècle. Un édifice qui peut accueillir plusieurs centaines de fidèles. Cette petite cité a eu le statut d'évêché jusqu'à la Révolution française. Au pied du monument, l'archéologue retrouve un ami architecte pour lui faire découvrir Notre-Dame de l'Assomption. Tu vois le berceau brisé? Il est impressionnant. Surprenant. Hein. La voûte, elle est dans son état 12e, début 13e siècle en tout cas. Ce qui est impressionnant dans cet édifice, c'est le volume. C'est qu'on a une nef unique qui évoque vraiment la tradition architecturale romane, avec une retombée qui se fait uniquement sur les murs latéraux, des ouvertures relativement réduites et une architecture qui est assez sobre. Les 2 hommes quittent Senez pour se rendre plus au nord, dans la vallée du Vençon. Ici, à Villosque, se cache une crypte médiévale entièrement conservée. L'édifice souterrain se trouve sous cette ferme, toujours en activité. Pour le découvrir, il faut traverser une grange, puis longer les clapiers à lapins.
Cette crypte magnifique, à triple abside, mesure une centaine de mètres carrés. Elle se compose de plusieurs pièces voûtées, dont la plus vaste est soutenue par une suite de colonnes. Classée à l'inventaire des monuments historiques en 1934, elle est retombée dans l'oubli. Ce n'est que dans les années 70 que la crypte est enfin consolidée. Elle commence à livrer quelques-uns de ses secrets, mais il en reste encore beaucoup à mettre au jour. Bâtie autour du XIe siècle, elle constitue les fondations d'une église qui a été rasée à la Révolution. Le monument souterrain a été transformé en bâtiment agricole. Les gens qui sont installés ici se sont dit que c'était une très belle cave, qui avait beaucoup de place pour du stockage, qu'il y avait des amplitudes de température qui n'étaient pas trop importantes entre l'hiver et l'été, donc c'était idéal pour stocker du foin ou des patates ou pour mettre des moutons. Qu'on l'ait complètement détourné de sa fonction d'origine, ça a permis sa préservation jusqu'à nos jours. Il faudra encore plusieurs mois de travail à Mathias et son équipe de chercheurs pour comprendre toute l'histoire de la crypte de Vilosque. Sur la route Napoléon, Véronique atteint la vallée de la Bléone, un affluent de la Durance. On est en moyenne montagne, hein, là, voilà, les reliefs sont très bas, très boisés. Et la route suit fidèlement le tracé que Napoléon a emprunté avec ses gardes. Véronique s'approche de Maliget, une petite ville de 2000 habitants, une étape mythique sur la route Napoléon. Au bord de la rivière, un petit château abrite aujourd'hui la mairie. Au début du 19e siècle, cette bâtisse était la maison du notable de la ville. C'est ici que Napoléon a passé la nuit du 4 au 5 mars 1815. La légende dit qu'il ne s'est assoupi que quelques heures, assis dans un fauteuil. À l'époque, ce château appartenait à Édouard Noguier de Maliget. C'est lui qui a proposé l'hébergement de Napoléon et ses troupes. Donc Napoléon, lui, est resté dans ce château. Et puis le gros de la troupe, évidemment, a bivouaqué là où on se trouve et un peu plus bas, sur une plateforme qui longe la Bléone. Et puis il faut imaginer le bivouac avec tous ces hommes-là et la Bléone qui passe là, juste en bas qui passe. Après Maliget, Véronique atteint la vallée de la Durance. Elle emprunte la départementale 4 qui suit fidèlement ici, le chemin de Napoléon. On a des montagnes assez hautes un peu plus loin, on a la moyenne montagne, on a les arbres, les pommiers de la Durance, donc les paysages sont très très variés. Après Volonne, la vallée se resserre en direction de l'un des plus beaux sites traversés par la route Napoléon, Sisteron. Depuis leur débarquement à Golfe-Juan, Napoléon et ses hommes ont déjà parcouru 170 km. Ce 5e jour est le moment le plus critique de leur remontée. Juché sur un promontoire rocheux à 500 mètres d'altitude, face au rocher de la Baume, la citadelle de Sisteron verrouille l'accès au nord. Un obstacle infranchissable. L'édifice est aux mains des royalistes. L'épopée peut se briser là, net, sur ces murs d'enceinte. Bâtie au XIIIe siècle puis largement remaniée sous le règne d'Henri IV, la citadelle est un chef-d'œuvre d'art militaire. Au XVIIe siècle, Vauban y ajoute de nouvelles fortifications.
À l'entrée de l'édifice, Véronique est attendue par Lucien Mappelli, l'homme qui depuis 40 ans veille sur ce monument historique. Vous voyez, regardez les trous qu'il y a là, c'est des pierres qui sont gelées. Il dirige depuis quelques jours la restauration de l'entrée monumentale de la façade nord. Les 2 kilomètres d'enceinte de la forteresse nécessitent un entretien permanent. Parce que s'ils n'ont pas de quoi travailler... Là. Pour Lucien Mappelli, la citadelle de Sisteron, c'est une histoire de famille. Mon père était maçon. Ah. Moi, je suis maçon. Mon fils qui est là-haut est maçon aussi. Il y a votre fils aussi voilà, là-haut. Celui de la casquette là. Véronique veut consacrer un chapitre de son guide à ces fortifications. Ça pouvait être que là. À l'origine, c'était un point de dépense, bien sûr. Depuis ces échauguettes, les sentinelles ont vu arriver l'empereur et ses hommes. Et voilà, imprenable. Au total, sur 3 niveaux, 8 guérites construites à chaque angle important de l'édifice. Un système de surveillance sans faille qui permettait aux guetteurs de contrôler tous les accès à la vallée. Je me demande bien combien il y a de marches en tout ici. Ah, ben ça, c'est... Vous les avez comptées? J'ai jamais pris la peine, je vous dis franchement. Ah, voilà les meurtrières. Eh oui. C'est où on était tout à l'heure, ça. En fait, tout se voit, tout se... Partout où on est, on voit quelque chose d'important. Hein. C'est vraiment... Le point d'orgue de la visite, c'est la guérite du diable. En construisant cette structure, les bâtisseurs de l'époque réalisent une prouesse architecturale. Oh là là, c'est magnifique. Suspendue sur la façade est, à 74 mètres au-dessus de la Durance, la construction semble défier les lois de la gravité. Le lac. Le pont d'où est venu Napoléon, Voilà, juste là. C'est voilà, là où il est arrivé. Le petit chemin là, qu'il y a. Qui descend, Le 5 mars après, 1815, les troupes de Napoléon passent ici, sur ce pont. Sur la Durance, il n'y avait pas de pont autre que celui-ci. Et donc Napoléon a dû l'emprunter. Il était très inquiet, bien sûr, parce qu'ici on était royaliste. Et il se demandait si effectivement il allait passer ou pas, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Pour 1000 hommes, c'était impossible de passer ailleurs. Le commandant des troupes de Louis XVIII devrait s'interposer. Mais la citadelle est désarmée. Il n'y a pas de poudre à canon dans les réserves. Alors il ne veut pas risquer ses hommes au corps à corps avec les troupes de l'ex-empereur. Napoléon passe sans aucun affrontement. Tout en haut de la citadelle, Lucien montre à Véronique le chemin de ronde. Il en a restauré le pavement il y a quelques années. Ah, c'est vous qui avez fait l'escalade? Ah, restauré celle-là. Restauré. Voilà. Vos fameux 700 mètres de calade. Cette forteresse marque une frontière géographique, avec au nord le département des Hautes-Alpes. Sur ma gauche, on est en pleine Provence. Et là, sur ma droite, eh bien, j'ai vu sur les Hautes-Alpes, avec le dévoluy, les hautes montagnes derrière, qui sont souvent enneigées l'hiver. C'est vraiment saisissant. Là, j'imagine que je suis à l'endroit du milieu, au milieu. Je suis dans le Verrou, voilà, avec cette belle Provence et sa douceur de vivre et ces montagnes qui sont tout aussi belles d'ailleurs. À partir de Sisteron, Napoléon quitte le sud et la Provence. La route suit le cours de la Durance sur une trentaine de kilomètres. Elle remonte au nord, vers les montagnes. C'est le début des cols et des vallées encaissées. À une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la route, apparaissent les reliefs de la Drôme provençale. Voici Sahune, un village perché, sauvé par un groupe de passionnés. Sa fondation remonte au XIIIe siècle. À l'époque, les maisons des villageois sont toutes construites sous le château fort du seigneur. Ces vestiges auraient disparu sans l'association
les amis du vieux Sahune. Depuis 20 ans, ces bénévoles déblaient une fois par mois les ruines de leur ancien village. Semblablement, ici, bon, la fondation, on ne voit pas de traces de fondation. On devait être un peu plus loin, la fondation, on ne voit pas de traces. Là, on aimerait dégager un peu ces cailloux pour voir les premières maisons où c'est qu'elles étaient. Et regarde un morceau de la tuile. Donc là, c'est pas loin. Claude Bayet préside l'association. Artisan maçon, il est le seul professionnel parmi les bénévoles. Avec le temps, il est devenu le chef d'équipe de cette bande d'amis. Tu vois, Francis, t'enlèves toute la terre là qui est mouillée comme ça. Et comme ça, on repartira un peu plus profond. Et on fera un drainage. Francis est enseignant à la retraite. Et le mur tienne. Le but, c'est de ne pas trop mettre du mortier apparent, pour pas que ça se voie. Certaines fois, c'est du débroussaillage, d'autres fois, c'est de la maçonnerie. Voilà, en fonction de ce que décide le chef. On se bat à longueur d'année avec le lierre. Regarde, là, ça rentre entre les pierres, après ça soulève, ça fait tout exploser. Là. Philippe est propriétaire d'une maison d'hôte dans le village. Il grossit entre les joints, dans les joints. Et puis ça, après, mais ça fait tomber les murs. Alors voilà, ça rentre sous les... Ça, chaque année, il faut qu'on refasse, qu'on repasse un peu partout. Il y en a qui mettent le lierre en décoration, mais nous, c'est l'ennemi, ça. André est agriculteur. Ce village a plus de 400 ans d'histoire. Et donc ce sont nos racines, ce sont des sentiments, ce sont nos parents ont raconté leur vie, leur jeunesse dans ce village. Et c'est donc pour cela que nous, on est, je pense, tant attachés à ces pierres. L'histoire de ces vestiges remonte au milieu du 19e siècle, lorsque les habitants du village décident de s'exiler quelques centaines de mètres en contrebas dans la vallée. Leurs conditions de vie s'améliorent, ils ont facilement accès à l'eau de la rivière. Et surtout, une route est construite sur les bords de l'Aigle qui désenclave le village. Pour bâtir le nouveau Sahune, les habitants récupèrent les pierres et les tuiles de leurs anciennes maisons. Les bâtiments du vieux village se dégradent rapidement et les ruelles sont envahies par la végétation. Au milieu des ruines, seule une petite partie du vieux Sahune reste intacte. C'est l'unique édifice à être habité de manière continue. Son propriétaire, Frédéric Bridgman, profite de la journée de travaux pour accueillir Daphné Michelas, une jeune historienne. Village, nous allons accéder donc à la petite place qui se trouve un peu plus loin. Là, un petit parvis qui est absolument d'origine. Il lui fait découvrir les maisons dont il a hérité, toute une partie de l'ancien village conservée en l'état. Alors là, donc, c'était une des places du village, une des toutes petites places du village. Il faut imaginer aussi qu'avant, disons, le début du XXe siècle, c'était bâti, au fond, hein, c'était complètement fermé. Et donc, c'était, on peut dire, une place en cul-de-sac. Pour Daphné, ces habitations construites au Moyen-Âge sont un témoignage exceptionnel qu'elle va consigner dans son inventaire. On revoit un petit peu, ça a été comblé. Ça, c'est d'origine. Voilà. D'accord. Absolument d'origine. Le petit arc est d'origine, le petit fenestron également. Voilà, qui donnait sur le fenil. Ah oui, oui, oui. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce lot de bâtis, évidemment, c'est surtout cette partie ici, avec les anciennes ouvertures, qui n'ont pas vraiment été modifiées par la suite, où on retrouve en plus les anciens matériaux, comme les linteaux en bois. Alors, nous arrivons donc dans cette maison. Frédéric n'a pas réaménagé l'intérieur de ces maisons. C'est une plongée dans le quotidien du 19e siècle. Disons que l'essentiel est en place et nous l'avons trouvé tel que. Donc là, nous avons la cheminée. D'accord. Avec dans la cheminée la petite boîte à sel. Dans l'angle, effectivement. Le mur chauffant, la chaleur se transmet dans la boîte et sèche le sel. Ça évite de mettre le riz. Voilà, Aujourd'hui, ça on évite met le riz dans la pour salière. éviter l'humidité. Ouais. Et les chambres se trouvaient généralement dessus. Et donc là, on avait plusieurs petites maisons.
Ils étaient vraiment très très confinés parce qu'on peut imaginer que là on était dans la salle commune. Oui, c'était la salle commune, de l'endroit où ils vivaient. Autour du foyer. Autour du foyer. Voilà, mais plus les pièces étaient petites, plus on les chauffait facilement. Voilà. Ces petites maisons accolées les unes aux autres sont des témoins de ce qu'était la vie à la fin du 19e. En tout cas, ici, ils habitaient encore à la fin du 19e. Oh, on a du boulot dans le coin, là. Retour sur le chantier des Amis du Vieux Sahune. Cet après-midi, les bénévoles déblaient la ruelle qui monte vers l'église. C'est le travail dont ils sont le plus fiers. Ah bon, mais... vous discutez? Oui, il est tout seul, Pierrot. Ah oui, il faut faire la cuisine, il faut piocher. La rue des Amoureux, qu'on appelle. Elle est tellement étroite qu'elle a été nommée comme ça. C'est qu'à peine on y passe de côté. Et tout a été taillé dans le rocher. C'est pas parce qu'elle était étroite qu'on l'appelait la rue des Amoureux. C'est parce qu'il y avait sûrement des amoureux. Oui, sûrement qu'il y en avait, oui. Il y avait les deux. Oui. Eh bien, on a l'impression de faire de l'entretien que les anciens nous regardent. L'impression qu'on a, c'est ça, Pierrot? Oui. Moi, quand je leur dis cette pierre, elle te parle, ils me disent mais il est fou celui-là. Non, une pierre, quand on l'a dans les mains, elle nous parle. Elle a une histoire. C'est qu'une pierre de carrière, une pierre neuve, elle n'a aucune histoire. On lève le verre au nom de l'association et de la belle journée d'aujourd'hui. Allez. Attends, allez. Allez, Dans un mois, les Amis du Vieux Sahune se réuniront pour une nouvelle journée de déblayage. Retour sur la route Napoléon. Véronique entreprend la montée du col Bayard, à 50 km au nord de Sisteron, dans les Hautes-Alpes. La route atteint ici son point le plus haut, à 1250 mètres d'altitude. Alors là, ici, on voit qu'on tourne, on retourne, on a plein de lacets. Il faut se replacer dans le contexte où effectivement c'était au mois de mars. Donc la température était certainement très très basse. Ces montées étaient vertigineuses. Il n'y avait pas de route à l'époque, bien sûr. Et ça a dû être très très difficile. En 1815, c'est sous la neige que la petite armée finit de parcourir les 7 km de montée. En dépassant le col Bayard, il débouche sur la vallée du Champsaur. Une étape importante, elle marque une pause bienvenue. Sur une trentaine de kilomètres, la route est plate et rectiligne. Cette belle descente sur la vallée du Champsaur est splendide. Et franchement, c'est certainement un des plus beaux endroits de la route. En tout cas, un que j'aime parcourir le plus souvent possible. En fin d'après-midi, Napoléon arrive à l'entrée du village de la Fare-en-Champsaur. Napoléon a été stoppé. Il ne s'est pas arrêté volontairement. Il a été stoppé par un jour de marché, par les habitants, par les paysans qui lui ont demandé, proposé leur service dans ses troupes. Et on va arriver à une petite stèle commémorative. Véronique veut consacrer une partie de son guide au monument qui célèbre le passage de l'empereur. 15 au total, le long de la route. Une fois par an, dans la vallée du Champsaur, a lieu un événement hors du commun. Une cinquantaine de montagnards aguerris effectuent l'ascension du Vieux Chaillol, le sommet le plus haut du massif. 4 heures de marche jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Une expérience unique, un défi physique, en hommage à leurs ancêtres. Le temps d'un week-end, ils partent restaurer un ouvrage d'art exceptionnel bâti au milieu du 19e siècle, un canal d'altitude que leurs aînés ont construit pour dévier l'eau d'un glacier et irriguer les cultures du Champsaur. Après 1 heure de montée, les bénévoles se heurtent à la première difficulté.
Pour transporter le matériel, ils ont emmené des ânes, mais sur ces chemins escarpés, les animaux ne veulent pas avancer. Georges, enlève-toi. Enlève-toi. Comme il sait que le passage est un petit peu étroit, il a tendance à compenser de l'autre côté, à droite. Alors, et après, le poids du bas risque de l'entraîner. Alors là, en dernière limite, il faut faire des bâtés. Allez. Quand les ânes ont du mal à passer, ce sont les hommes qui doivent prendre le relais. Laisse à deux, ça va aller, je pense. Jean-Michel est technicien dans le secteur médical à Gap. C'est la 7e fois qu'il participe à cette expédition. On dit que là où l'âne est passé une fois, il repasse toujours après. Donc normalement, la prochaine fois, ils seront OK, ils seront opérationnels. C'est psychologique. C'est psychologique, voilà. Il reste encore 2h30 de marche. Les bénévoles atteignent le col de la Pisse, à 2400 mètres d'altitude. C'est un peu brumeux, mais quand même, on voit un peu le bocage et les villages qui sont dispersés dans tout le Champsaur. On voit le Drac au fond qui coule. Là, on est comme un oiseau, hein, pratiquement. Et puis, par contre, derrière, on va retrouver le minéral complet, le minéral. Et là, ça va nous changer. Jean-Louis doit maintenant mener son équipe dans ce désert de pierre. À cette altitude, chaque pas demande plus d'énergie. Les amis s'approchent du sommet du Vieux Chaillol, à près de 3200 mètres. C'est ici que se trouve le lac glaciaire de Malcro, la source d'eau qui alimente le canal bâti par leurs ancêtres. Pour les anciens, il était absolument vital d'aller chercher cette eau là où elle était. Et là, il y avait le glacier. Et ce glacier, c'est une réserve considérable, permanente, constante et garantie même pendant les mois de sécheresse. L'ouvrage est d'une audace inouïe. Sur 61 km, les anciens font redescendre l'eau du glacier dans leur vallée. À certains endroits, ils utilisent le relief de la montagne en taillant dans la roche. À d'autres, ils vont jusqu'à construire un canal à flanc de falaise, comme ici, sur 3 km. Ils creusent même un tunnel de 30 mètres dans la montagne, un travail titanesque réalisé par une centaine d'hommes en 2 ans seulement. Après 4 heures d'effort, les bénévoles arrivent enfin au sommet. On a du travail cet après-midi. Hein. Il est 13 h, c'est alors une course contre la montre qui commence. Non, ça n'a pas rouillé, c'est bon. Je vous donne une masse. C'est à la masse. On va péter un rocher et on va extraire les petits blocs. On les jette dans le ravin. Donc c'est un peu physique. Hein. Au tunnel, c'est un peu physique. Oui, il faut être vraiment très rapidement opérationnel parce qu'on a très peu de temps. Et puis la fatigue étant là, on n'a pas la performance qu'on aurait si on était en pleine. Hein. Donc voilà, il faut travailler vite et bien. Pendant l'été, la neige des sommets a fondu et charrié des pierres dans le canal. L'équipe de bénévoles a pour mission de déblayer le conduit. Les pierres sont plus lourdes qu'en bas, et alors, ma foi, la montagne nous en descend toujours, alors enfin, on est courageux. Pour casser ces blocs de grès, Jean-Louis a sa technique. Savoir de quel côté veut partir la pierre et taper exactement, toujours au même endroit pour que la pierre se sent vraiment où on veut. Souvent on passe un peu pour des fous quand il y a des randonneurs qui arrivent ici. Ça fait déjà 3 heures qu'ils marchent, ils ont l'impression d'être seuls au monde. Puis ils entendent des coups de masse, ils voient des gens tout d'un coup qui portent des gros blocs comme ça. Un peu comme nos aïeux, et c'est vrai qu'on passe un peu des fois pour des fous.
La fin de la journée approche, les bénévoles doivent monter leur bivouac. À cette altitude, la nuit, la température frôle les moins 10 degrés. On est tous exactement pareils. Tous la main dans la pierre ou avec les pioches, les pelles, et tout le monde est pareil. Et c'est formidable ça. Et c'est le plaisir de tous ceux qui sont venus. Sinon, ils ne monteraient pas pendant 3 heures ou 4 heures pour venir passer 2 jours ici. Il y a des fois c'est formidable, et puis il y a des fois on prend la flotte. C'est pas grave. C'est notre plaisir. Ouais, prenez les assiettes au fur et à mesure. Prenez un morceau de fromage avec. Il y a du pain aussi là. Mais on a vu que ce qui était fait était à peu près correct, donc je le porte. Récompense, normal. Puis il fait pas chaud, hein. Donc je crois qu'ils ont quand même besoin de se faire réchauffer un petit peu aussi. Tout est bon, le vin est bon, le pain est bon, même c'est bon. Il est 8 h du matin le lendemain. Pour ce deuxième jour de chantier, les bénévoles attaquent la reconstruction d'un tronçon du canal. Mais avant, ils doivent aller chercher la matière première, du sable. Et ils le trouvent dans cet ancien lac glaciaire. On va essayer peut-être plus de gratter là, comme ça on arrive à prendre le sable qui est assez fin. On ne peut pas se permettre de monter du sable ici, ça ferait trop de travaux, trop de charges à monter. Donc du coup on utilise directement le sable qu'on trouve sur place. C'est d'autant moins importé après pour les ânes aussi. 2, 3. 1, 2, c'est parti. Voilà. Nickel. Et là, le sac, il doit au moins faire 70-80 kg. Ouais. On a eu du mal à le lever à 2. Ouais. Voilà, donc c'est quand même... S'il fallait que ce soit des hommes qui le montent, il en faudrait 4 ou 5 pour tout le monter là-haut. Voilà, c'est parti. Un peu plus haut, une autre équipe de bénévoles taille les pierres sur place. Une fois que tu as affaibli ta pierre, il y en a un qui tient ici fortement, et une grosse pierre, tu tombes dessus, elle se casse. Allez. Voilà. Un de coups les gros. C'est à l'ancienne ça, hein? Ah ouais, mais ça c'est comme ça que tu tailles la pierre. Les volontaires doivent ensuite transporter ces blocs sur plus de 400 mètres. Vous attendez un peu plus haut, hein? D'accord. Ils utilisent des baillards, ces civières en bois dont se servaient leurs aïeux. C'est comme ça devait être il y a 100 ans, voilà. Il faut porter chaque fois. Chaque fois c'est des transports qui sont lourds, pénibles, c'est pour ça qu'on se relaie. On a des équipes derrière qui nous suivent et qui nous relaient. En une matinée, Jean-Louis et son équipe auront transporté 700 kg de pierres pour prolonger le canal sur quelques mètres. Il en faut plus, c'est bon. Selon la couleur que ça donne, on sait s'il y en a assez ou pas. La vraie bétonnière, celle-là, qui date depuis les Romains. Au 19e siècle, les bâtisseurs utilisaient cette même technique. Ensuite, on la bouge un petit peu. Fait aussi bien. Pas mieux, parce qu'ils étaient sûrement, ils avaient plus d'habitude que nous, mais bon, on est capable de poursuivre leur œuvre. Et donc, je pense qu'ils seraient contents de nous aujourd'hui. Ils seraient heureux de voir ce qu'on a fait, qu'on poursuit, en fait, qu'on restaure ce qu'ils ont eu du mal à réaliser. Ce qui compte, c'est de l'entretenir et de laisser peut-être un petit peu, justement, une part de responsabilité à nos enfants, aux générations futures. Je pense que c'est important, ça aussi. En une journée, les membres de l'association ont ajouté 7 mètres de plus à leur canal. Des souvenirs qu'ils garderont à l'esprit toute l'année. Dormir ici, là, on est près du ciel, alors sans mysticisme, mais quand on voit ce coucher de soleil, quand on est là dans les rochers, qu'on se réveille au petit matin avec
parfois un bouquetin ou un chamois qui passe près de la tente, le soleil qui donne, le vent, tout ça c'est une récompense. Rien que ça vaut de monter. Rien que ça. François et ses amis laisseront là leur chantier pendant l'hiver. Ils reviendront à Malcros l'été prochain. Retour dans la vallée. Le Champsaur est le seul bocage de montagne en France. Un paysage de petites parcelles verdoyantes séparées par des haies qui abritent des trésors, des baies sauvages. Anne Robichon les connaît bien. Elle est l'une des rares à en faire encore des confitures. Épines comme épines et vinettes comme le vieux nom de l'oseille acidulé. Régulièrement, elle emmène des habitants de la région à la découverte de ces fruits difficiles à reconnaître. Aujourd'hui, l'initiation débute avec l'épine vinette. Oh, bah dis donc, ils sont magnifiques. Alors, l'épine vinette, elle fait cette feuille ronde qui vire rouge à l'automne au moment où on récolte le fruit. Donc c'est un buisson, en général, quand on l'a vu une ou deux fois, on est sûr de l'identifier et de le reconnaître. Le fruit, on l'utilise vert, comme des capres confits dans le vinaigre. Et sinon, quand il est mûr, on le ramasse et on en fait des confitures, des gelées, des sirops, des jus, toutes sortes de choses. Il faut aimer ce qui est acide, parce que c'est très acide. Alors, et là, il y a du grès. Au XIXe siècle, l'épine vinette avait quasiment disparu. Elle transmet la rouille noire, un champignon parasite des céréales, et à l'époque, les agriculteurs l'arrachent partout où ils la trouvent. Aujourd'hui, elle ne pousse plus qu'ici en montagne. Les branches de cet arbuste sont couvertes d'épines. La cueillette demande un tour de main. Alors regarde François, si tu veux les ramasser sans t'embêter, tu prends la branche par un bout et là tu as les fruits comme ça et tu tires comme ça vers le bas. Tu te sers de tes deux mains en fait à chaque fois. Il y a une main qui tient et qui écarte un peu les feuilles pour ne pas les embarquer avec et l'autre qui tire et qui prend la grappe. Bon, ça reste un coup à prendre pour aller vite. Après, ça vient vite. Vous savez, quand tu t'es piqué plein de fois les doigts, que tu as plein d'écharpes de partout et que quand tu rentres le soir et tu n'as qu'un kilo, tu te dis il doit y avoir une façon de faire plus efficace. Voilà. Magnifique. Vous connaissiez, vous, l'épine vinette Moi, je suis circulé beaucoup en montagne, j'en ai souvent vu, mais je n'ai jamais eu l'idée d'en ramasser. Je trouvais ça toujours très joli, sans plus. Ça t'a pas donné envie d'en goûter? Pas du tout. D'un côté, c'est très bien, puisque tu ne savais pas qu'elle était comestible. Donc c'est parfait que tu ne l'aies pas goûté. Maintenant, tu sais que tu peux y aller sans... Maintenant, j'en sais un peu plus, j'en ramasse. Tu peux en ramasser, tu peux même la manger. Dans cette clairière, Anne leur fait découvrir une autre plante typique du Champsaur, le genévrier. Ces baies mettent 2 ans à mûrir. Donc on trouve toujours sur le buisson des baies vertes et des baies noires en permanence. Donc il y en a qui ont 2 ans qui sont mûres et les baies vertes qui sont mûres l'année prochaine. Donc c'est pas très facile à récolter, d'autant plus qu'il y a les vertes et les bleues qui sont mélangées. Dans le Champsaur, traditionnellement, le genévrier sert à assaisonner les charcuteries. Tout ce savoir, Anne l'a appris avec les bergers de la vallée. Je trouve que c'est dommage quand on habite une région de ne pas avoir la démarche de connaître ce qui pousse chez nous, de savoir quelles en sont les utilités et d'en profiter au maximum. Ça enrichit d'autant plus les connaissances et c'est ça qui est intéressant. Mais toutes les baies sauvages ne sont pas comestibles. Anne sait aussi reconnaître les plus dangereuses. Qu'est-ce que ça? Il faut les goûter, non? Ils font envie, hein. Le nerf-prin, c'est une baie qui se confond aisément avec du cassis, mais dont l'ingestion est très nocive. C'est une plante très purgative, mais un purgatif violent, ce qu'on appelle un remède de cheval. Dans les vieux livres, ils disent que c'est un remède pour les hommes de bonne constitution. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si t'es pas mort, t'es guéri. À la fin de la cueillette, les amis d'Anne auront découvert 6 baies sauvages. Le soir même, dans son laboratoire à Saint-Michel-de-Chaillol, Anne prépare sa spécialité, une confiture d'épines vinettes. Au bout de 45 minutes de cuisson, la confiture prend forme.
Là, il y a l'écume qui commence à se former en surface. Rien qu'à l'œil, à la bassine, on voit une petite peau avec des toutes petites rides, et puis aussi elle se matifie un peu, elle change un peu d'aspect. Et là, c'est le signe qu'elle est bonne et qu'on peut la mettre en pot. Son secret, ne pas trop cuire l'épine vinette pour ne pas détruire la pectine, un gélifiant naturel qui donne sa consistance à la confiture. Et pour éviter la moisissure, Anne a ses petites astuces. Je remplis le pot à ras-bord pour pas qu'il y ait d'air. Voilà, et je le retourne pour éviter qu'en refroidissant, il y ait de la vapeur qui se dépose sur la capsule. Ça peut entraîner certaines moisissures à la surface de la confiture. Demain, Anne ira vendre ses pots lors d'un événement qui n'a lieu qu'une fois par an. C'est la fête du tardon. À l'automne, à leur retour d'estive, les éleveurs se retrouvent à Champolléon, au cœur du Champsaur. Ils viennent vendre leur tardon, l'agneau né au printemps et élevé en alpage. Cette foire rassemble chaque année des centaines de curieux. Traditionnellement, ils viennent déguster les produits de la vallée. Confiture de framboise ou gelée de groseille? Cet après-midi, les confitures d'Anne ont du succès. Oui, bah merci. Tenez, donc une framboise, c'est ça? Vous êtes où? À Chaillol. En plus, au village. Bon, je pense que c'est plaisant quand même de maîtriser la chaîne du début jusqu'à la fin. Et puis on a en direct, on a les réponses des gens aussi, leurs réactions. Donc ça c'est sympa aussi, c'est vachement important d'ailleurs. Groseille. Ces confitures vont accompagner les tourtons. Et voilà, les tourtons à la pomme de terre. Une autre spécialité des Hautes-Alpes, des beignets farcis d'une purée et frits dans l'huile. Eh bien, la gelée de groseille, elle va avec les tourtons et avec les machins, les petits biscuits là. Les ravioles. Les ravioles. C'est des ravioles. Ah, les ravioles, c'est délicieux. Au nord du Champsaur, la route Napoléon suit le cours du Drac. Elle s'enfonce encore un peu plus dans les Alpes. La RN 85 est l'une des routes préférées des fous de deux roues en Europe. Tous les clubs de motards se donnent le mot et se retrouvent le long de ces 314 km. Allez, les collègues motards, c'est parti. Yves Mérins est belge. Régulièrement, cet enseignant quitte Bruxelles pour sillonner les plus belles routes d'Europe à moto. Ces voyages, il les raconte dans un blog pour motards. On descend jusqu'ici parce que chez nous, c'est tout plat en Belgique. Enfin, en tout cas, c'est pas aussi vallonné qu'ici. Mais ici, c'est la montagne qui commence. Yves a déjà parcouru la route Napoléon 5 fois. Alors à pied, avec les 45 kg sur le dos, j'ose pas imaginer. Ça me dépasse complètement. Je préfère beaucoup être sur ma moto, parce qu'en plus, elle a un peu de puissance. Le tronçon qu'il préfère sur la RN 85, c'est sa partie nord, entre lac et sommet. Ah, l'eau, elle est bleue, magnifique, même transparente. C'est comme un grand miroir, la montagne se reflète dedans. C'est magique. Quitte le lac du Sautet et le tracé de la route Napoléon pour emprunter une petite départementale à flanc de montagne.
Ça, la route Napoléon, elle est sympa parce qu'on peut s'en écarter à partir d'un certain moment. Dès qu'on arrive dans les Alpes, on peut se retrouver facilement dans ces routes très escarpées. La balade se poursuit vers les sommets. Ah, j'adore ça. Ce sentiment de liberté, d'être tout seul. On a quitté la route Napoléon, on est un peu à côté. Et tout de suite, on a un autre décor, une autre dimension encore. C'est chouette comme tout. Yves gravit le col du Noyer. La route qui y mène est impressionnante avec ses 11 km de lacets. Autre grand plaisir des motards, ce sont les lacets. Tourner et tournicoter, tourner tant qu'on peut. Sans tomber, bien sûr, mais en essayant de prendre de l'angle. C'est le plaisir de la moto. Moi, c'est ce que j'adore. Hop! Et dans l'autre sens, on enchaîne. On se croirait à ski. Ah! Ouais, ça c'est bon! Hop. Cette montée est l'un des parcours préférés des motards qui circulent près de la RN 85. Elle relie la vallée du Champsaur au massif du Dévoluy. Ah, la route est magnifique. On arrive, ça devient un peu lunaire. C'est tout droit, on fait des petits virages à flanc de montagne. 1400 mètres. Ça commence à être sérieux. En Belgique, le point le plus haut, c'est 700 mètres. Pendant les 6 mois d'hiver, le col du Noyer est fermé à la circulation. Là, on arrive un peu dans les nuages. Alors, deuxième lacet. Et voilà. Hop. Ouais. Dernière ligne droite. Ça, c'est bon. Ah, voilà, on arrive au col, là, ça souffle. On est sur la passe. Voilà. Col du Noyer, 1664 mètres. Yes. Petite pause s'impose. C'est ici que se trouve l'un des 6 refuges Napoléon dans les Alpes. Ils ont été construits grâce à l'héritage de l'ex-empereur. C'est sympa comme tout parce que c'est plus que l'altitude, c'est surtout la découpe des montagnes. Là, on a une dent là, acérée. À mon sens, la route Napoléon est là en dessous. On est tout au-dessus. On est tout seul. C'est ça le plaisir. Hein. On découvre des endroits comme ça. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Yves finit ce périple automnal au col du Noyer. Demain, il rentre en Belgique. Un peu plus au nord, la route Napoléon longe un autre massif parmi les plus sauvages des Alpes. Le Dévoluy. Un nom qui tire son origine de ces éboulis, de ces pierres qui dévalent à flanc de montagne. Une enclave minérale de 200 km², longtemps isolée du reste de la région. Un territoire sillonné toute l'année par un passionné de montagne et de grands espaces. Quand on passe au pied du Dévoluy, par la route Napoléon qui passe dans la vallée du Drac, eh bien on voit une forteresse de pierre. En fait, on voit des murailles de pierre d'une hauteur fabuleuse. Et on n'imagine pas qu'au-dessus de ces montagnes, au cœur de ces montagnes, au sein de ces montagnes, il y ait une petite vallée cachée, avec de la vie, avec des gens, avec une activité, avec des coutumes, et que l'on puisse y vivre tel que moi je le vis ici. Oui, c'est un petit coin de paradis caché. Ancien dessinateur industriel, Martino Rodriguez pose un jour ses valises en Dévoluy pour y vivre de sa passion, la spéléologie.
Les grottes de ce massif, il les connaît par cœur pour les arpenter depuis ces 30 dernières années. J'ai déjà essayé la vie de bureau, mais ça ne me convenait pas véritablement. Je suis vraiment un amoureux de la nature et c'est là que j'y passe le plus clair de mon temps. Le dévoluy est un massif calcaire. L'eau de pluie s'infiltre dans les fissures de la roche, la corrode et creuse des gouffres sur parfois plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ce matin, Martino se rend à la source des Gillardes. Ici ressortent toutes les eaux souterraines du dévoluy. En tant que spéléologue, il doit constamment vérifier le niveau de l'eau. Ce que j'apprends moi ici aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas plu, ou pratiquement pas plu, depuis 8 semaines. Et que le débit n'a pas baissé, n'a pas véritablement baissé, il continue à couler de l'eau. Si après 8 semaines sans une goutte de pluie, il y a toujours de l'eau aux sources des Gillardes, c'est qu'elle doit provenir d'une autre réserve que celle qui est aérienne. Donc elle ne peut provenir que de la glace qui est stockée dans les souterrains, dans le sous-sol. Et cette glace va fondre petit à petit et va restituer l'eau que l'on voit apparaître ici aujourd'hui. Cet après-midi, Martino retrouve un ami. Ils vont inspecter un glacier souterrain, une particularité de la région. Pas mieux qu'hier. Ça n'améliore pas la piste. Éric Eustache est guide de haute montagne et responsable du parc Natura 2000 du dévoluy. Tu prends la dernière nouille et on y va? Allez, c'est parti. T'as vu qu'il a mis une échelle là-bas? Ouais. Les deux amis s'approchent de l'entrée du Chorinclos, le plus grand glacier souterrain du massif. On sait qu'il y a de la neige parce que le berger, il s'en sert comme glacière. Quelques mètres en dessous de la surface, la température n'est que de 7 degrés. Le gouffre est un réfrigérateur naturel dont se sert un berger. On vient de te les remonter. Allez. Non, j'ai la salade, du lait, des produits frais. C'est bon. Tout ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Enfin, du moins pour midi, quoi. Allez, bon appétit. Bon appétit à vous aussi. Avant de descendre, Martino et Éric doivent s'équiper contre le froid. Avec le petit vent, là, il doit faire à peu près 16-17 degrés. Et quand on sera là-bas dessous, on va passer en un rayon de temps à 15 degrés de moins. C'est de la spéléo très technique. La spéléo en temps ordinaire, c'est dans la roche. On a un petit souci supplémentaire là, ce coup-là, c'est qu'il y a de la glace. Martino descend 2 fois par an. Vas-y, allez, zou. En fait. En cette fin d'été, il veut vérifier que le glacier n'a pas fondu. Les deux hommes partent pour 4 heures d'exploration dans les entrailles de la montagne. Wouh, tu sens déjà la différence de température là? Ah ouais. Allez. Wouh, il fait frais. Ça souffle? Ouais, on sent la différence de température. C'est parce qu'il fait bon dehors. Tu peux t'approcher. Ok. Libre! À 10 mètres sous la surface, la première glace apparaît. C'est le névé. Au névé. La partie supérieure du glacier souterrain. Allez, c'est bon. Je t'envoie le sac. Ok. Yes. C'est un peu de logistique parce qu'on a envie de voir un petit peu et d'explorer la cavité. Du coup, il faut trimballer un peu des cordes pour équiper la progression au fur et à mesure. Donc, il y a un peu de matériel, ouais. On voit bien que le névé est bien recouvert, là. Ouais. Au premier regard, Martino sait que le névé a fondu. On va passer par l'eau. C'est ce caillou qui lui sert de témoin pour mesurer la fonte de la glace. La dernière fois que je suis venu ici, tu vois,
Et ben la neige, elle arrive à peu près à la hauteur du caillou qui est coincé là-bas. Là, hein. D'accord. T'as vu où j'ai équipé au-dessus? Ouais. Et ben normalement, t'arrivais là-bas pratiquement de plein pied. D'accord. Donc il y a à peu près encore 2,50 m. Ouais, 2,50 m, 3 mètres, peut-être voire 4 mètres de moins à ce niveau-là. La première observation n'est pas rassurante. Tiens Eric, est-ce que tu arrives à attraper la corde là-bas en bas, là, avec ce mousqueton qui est au bout? Les deux hommes poursuivent leur descente. Plus bas, ils vont enfin pouvoir établir un diagnostic précis de l'état du glacier. Fais attention de ne pas trop t'entortiller autour de l'autre corde. Ouais, c'est pas ça derrière toi. La progression devient plus technique et plus dangereuse. Ok. Vas-y, défais la clé doucement. Vous êtes obligé de le faire en une fois. Oh, il y a une belle masse de glace là. Elle doit plus tenir beaucoup. Ils sont à 25 mètres de la surface. Tu vois toutes ces masses de glace là, ouais. À cette époque-ci, hein, une fois que ça dégèle, ouais. Elles sont à peine en adhérence contre la paroi. Il faut faire vachement gaffe. Tu poses un pied là-dessus, et si tu casses un morceau, tu as tout qui suit là. Et c'est plusieurs centaines de kilos de glace qui te dégringolent sur la figure. Descendre ce puits là, avec toute la glace qui nous pend sur la tête. C'est sympa cette verticale un peu en pot là. Hein. Ouais. Ouais. Bon, après il faudra la remonter, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Une douzaine de mètres. Encore quelques mètres à descendre. Allez. J'essaye. Ils arrivent dans la plus grande galerie de la cavité. Ah oui, c'est pas la même. Là, on arrive, tu vois, à la fin du névé, là. Waouh! T'as vu un peu ces stalactites de glace, là? À peine arrivés, ils font un relevé de température de la glace. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit, ce thermomètre? Waouh! 0,2. Donc en fait, la température là, posée sur la neige, sur la glace, elle est positive. Plus 0,2. Ah, de 2 petits dixièmes de degré. Donc ça veut dire que ça fond. La glace, elle est juste à la fusion, juste à 0,01 degré, et elle peut s'écouler comme un liquide. C'est pour ça qu'il y a cette musique cristalline là, ouais, de toutes ces petites gouttes d'eau qui arrêtent pas de tomber de partout là, ouais. Dans cette galerie, une colonne de glace de 5 mètres de haut se fragilise. On voit bien que cette glace, elle est toute transparente, hein. Elle est toute en train de se fracturer parce qu'un coup elle a chaud, un coup elle a froid, avec quand même des petites et infimes variations de température, et donc elle se fend. C'est tout fracturé à l'intérieur, hein. On voit que on est sur la fin de sa vie à cette colonne, hein. À presque 30 mètres sous terre, le glacier perd aussi en volume. Martino et Eric descendent toujours plus bas. Ah ouais, là ça glisse à fond. Allez, hop. Ils veulent vérifier qu'il reste de la glace tout au fond de la cavité. Oh, joli là. À 60 mètres de profondeur. De belles formes, tu vas voir. Hop. Attention, ça glisse. Ici, la progression est encore plus difficile. C'est la fin de la glace. Attends, j'arrive. Martino et Eric arrivent enfin au bout du glacier. La fin de la glace, là? Ouais. Regarde. Là, on est là, toujours dans la faille, là. Mais la langue glaciaire, elle disparaît là-dedans. Voilà, là-bas, ça fait encore une salle, là-bas en bas, là. Ouais. Mais là, c'est la fin de la langue de glace, hein, tu vois. Ouais. Là, c'est terminé. En 30 ans, ce glacier a perdu un tiers de sa surface. Voilà. Mais le constat de Martino est rassurant. Il reste encore de la glace au plus profond de la grotte. Ça n'a pas fondu tant qu'on pensait. Le glacier s'auto-alimente, le glacier s'entretient, il continue d'avancer. Il a perdu, hein, puisque tout à l'heure on a observé qu'il y avait à peu près 2 mètres de moins d'épaisseur de neige sur la partie sommitale, sur le névé, mais apparemment il s'auto-entretient, il s'auto-alimente, et enfin il est alimenté par les chutes de neige de l'hiver, mais il continue sa progression, il perdure. Au printemps prochain, Martino reviendra pour une nouvelle inspection.
sud du Dévoluy apparaît le majestueux plateau de Bure. Un site unique en France, un plateau d'altitude qui s'étend sur 4 km de long. Éric et Martineau l'atteignent après 4 heures de marche. Ils sont à la recherche d'une faune et d'une flore qu'on ne trouve qu'ici, à 2500 mètres d'altitude. Attention les yeux, ça c'est vraiment un truc exceptionnel. Waouh. Ouais. Bon allez, je crois qu'on peut virer les chapeaux. Hein. Ouais, je crois. Ici là, à part les chutes d'étoiles filantes, il n'y a pas grand chose. On ne craint plus rien. Yo. Regarde les géants là-bas en face. Aubiou, Tête de Lopet, Grand Ferrand. Waouh. Et là devant nous, la cuvette, le plateau, l'île en altitude du Dévoluy. On dit l'île parce qu'il y a un esprit un peu ilien, on est un peu entre nous ici. Hein. Insulaire, on dit, c'est ça? En automne, les migrations d'oiseaux sont fréquentes. C'est alors un moment propice pour observer des espèces rares. Baisse comme ça. C'est quoi ça? Un pluvier guignard. Et c'est un oiseau qui fréquente les montagnes un peu froides, désertiques, les plateaux pelés comme ça. En fait, il est en halte migratoire là. Il passe tout l'été du côté du cercle polaire. Il est là dans la combe, là, tu vois, vers les petites plantes encoussinées là. Le pluvier guignard vit à l'extrême nord du globe. Il est ici en transit et rejoindra dans quelques jours les montagnes de l'Atlas marocain. Et c'est des oiseaux qui font leur migration comme ça tout seuls, ou ils sont plutôt en groupe? Ah non, généralement ils sont plutôt 2, 3, 4. Bah écoute, je découvre, hein. C'est la première fois que j'entendais parler. Comment tu dis que ça s'appelle? Un pluvier guignard. Un pluvier guignard. Hein. Ce matin, on a eu la chance d'en voir un là. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut les observer. Plus loin, sur le plateau, Éric veut montrer à Martineau des plantes qui ne poussent que dans ces conditions extrêmes, proches de la toundra sibérienne. Tiens, regarde là, Martineau. Une flore typique de ces altitudes-là. Des coussinets de silène. Des plantes en coussinet qui témoignent de la remarquable capacité d'adaptation de la végétation à son environnement. Grâce à cette forme en boule, la plante expose très peu de sa surface à l'air glacé du plateau de Bure. Là, on est en Arctique, en gros, alors qu'on n'est pas très loin de la Méditerranée à vol d'oiseau. Éric veut mettre en place ici un sentier balisé pour protéger ces végétaux rares du piétinement des marcheurs. Hein, si on allait voir les grandes oreilles. Avant de redescendre, les deux hommes s'arrêtent devant les immenses paraboles de l'Observatoire d'astronomie. Il est installé ici en raison du ciel très pur. C'est l'un des plus sophistiqués au monde. Sur le plateau de Bure, on écoute les sons venus du fin fond de l'espace. Le Dévoluy marque l'entrée dans la dernière partie du parcours. La route Napoléon longe le massif des Écrins et entre en Isère, l'ultime département qu'elle traverse. Il aura fallu 7 jours à l'empereur et ses hommes pour arriver jusqu'ici. Le paysage a encore une fois un petit peu changé puisque effectivement on suit les montagnes toujours qui sont au loin, mais on est vraiment plus dans les bois, dans des passages de verdure et de forêt. On retrouve les hauts et les bas, les descentes et les montées, les sentiers escarpés. Et on peut imaginer qu'à cette époque-là, ça devait être de nouveau très dur. La route borde ensuite le lac de Pierre-Châtel, de Petit-Chais et le lac de Laffray, plus au nord. C'est ici que s'achève le périple de Véronique Voirin. Dans cette prairie,
se joue le dernier acte de la remontée, le 7 mars 1815. Les hommes de Napoléon et les troupes royalistes envoyées par Louis XVIII se font face. L'histoire veut qu'ici Napoléon se soit avancé devant ses ennemis pour s'exclamer « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voici ». À ces mots, les troupes du roi tombent les armes et se rallient à l'empereur. Ce lieu s'appelle aujourd'hui la Prairie de la Rencontre. On a le privilège, vous avez le privilège de pouvoir entrer. Avec la maire de La Fraye, Véronique accède au monument qui commémore l'événement. Moi j'ai noté le regard droit de Napoléon. Oui. Ça c'est vraiment ce qui me frappe moi quand je regarde cette statue. Et apparemment il est très... Il est déterminé, on Oui. sent une sorte de détermination. Et en fait c'est une très belle œuvre. Si vous regardez tous les détails, Voilà, c'est c'est quelque ce que chose j'allais de... dire, il y a vraiment des détails infinis. Donc moi ce qui m'émeut le plus c'est de voir qu'on est sur ces traces et c'est des moments très forts dans le parcours, dans la route touristique où effectivement ça vaut le coup de s'arrêter, de regarder un petit peu les symboles et de se poser 2 minutes en imaginant toute cette histoire qui s'est écrite là, juste là, sous nos pieds, devant nous, autour de nous. Nous quittons Véronique à La Fraye. La route Napoléon s'achève 28 km plus au nord, à Grenoble, où l'empereur et ses hommes font leur entrée au 7e jour de cette folle expédition. D'ici, ils peuvent enfin se rendre directement à Paris. Mais le retour au pouvoir sera bref. 100 jours plus tard, la défaite de Waterloo scelle le destin de Napoléon. Il prend alors le chemin de l'exil, définitif celui-là, pour Sainte-Hélène. De cet épisode marquant de l'histoire de France, reste une trace visible, la route Napoléon.